Il y a des parcours qui avancent en ligne droite, et puis il y a ceux qui se déploient comme un cube qu'on ouvre face après face. Certains passent leur vie à choisir un seul rôle. Lui, il les a tous explorés, sans jamais se perdre, ou peut-être au contraire, en se trouvant. Consultant chez IBM, puis il a accompagné Orange, LVMH, Pfizer, une carrière structurée, tracée et rassurante. Mais sur l'autre face, la musique, la peinture, le design, la photographie, l'écriture, le karaté. Des mondes que d'autres auraient opposés, lui, il les a superposés. Parce qu'entre être un seul soi et accepter d'avoir plusieurs sides, il a choisi la seconde option. Et c'est peut-être pour ça que son entreprise s'appelle Side. Parce qu'on n'est jamais seulement une seule chose, on est plusieurs facettes. Et parce qu'il en est convaincu, le sens est souvent plus proche qu'on ne le croit. Il suffit parfois de tourner légèrement. Aujourd'hui, nous allons explorer ces faces, une à une, ou peut-être tout à la fois. Avec un dé, 6 sides, 6 chemins. Comme lui, comme nous, comme ceux qui créent, quant à Magne, bienvenue dans Born to Create. Alors Katharina, franchement, le storytelling, il est parfait. La petite phrase de LinkedIn, ça colle extrêmement bien. Je pense que c'est parfait. En plus, on a un bon objet pour représenter Quentin. Ah oui, absolument. Comme le jet capsule. Exactement. Tu te rappelles, le designer, Ouais, le designer des rôles. chaque intervenant a son objet qui le représente. Ouais, c'est ça l'idée. Et je pense que ça, c'est parfait. Il y a plusieurs facettes. Ouais, juste, je vais poser une petite question. Mais est-ce que les gens vont comprendre le pourquoi de ces dés ? Je pense que oui, parce qu'au final, comme chaque intervenant a son objet, quant à Magne, il a ce cube avec différentes thématiques. Il pourra lancer et des questions en découleront. Non mais vraiment, je pense que c'est bon. Il va arriver, ça va être top. Mais Kata, juste... Non mais... En plus, un c'est problème. bon, on a tout ce qu'il Katharina, faut. Katharina, Notre outfit, il est bien. Non mais notre Tout est- outfit, il est bien, je suis d'accord. Mais juste, il y a un problème là, tu vois, il y a la caméra, Ouais, les lumières, tout oui, allumé. bah c'est bon, tout est bon. on l'attend. Justement, tout est allumé. Et en fait, j'ai l'impression que Quentin, il est là. Si tu peux tourner très doucement vers ta gauche, du coup, fais un side dive pour rester dans la thème. Il est là. Bonsoir, quant à Magne. Désolée, je vous avais pas vu. Bienvenue dans Born to Create. Comme vous avez pu du coup l'entendre et le comprendre, on va jouer à un petit jeu pour en apprendre plus sur vous. Je vous laisse l'occupe. Bonsoir, merci beaucoup. C'est moi qui dois commencer à jouer avec ceci ? Absolument. Ok. Bon. Alors... Qu'est-ce qu'on va choisir pour commencer ? Lequel vous inspire le plus ? Allez, on commence par le début, The Essence. Parfait. Wow. Quentin, on commence du coup par la case départ. La Sorbonne, c'est là du coup on s'était rencontrés. Et Stella et moi, on est en plein master d'entrepreneuriat. Ouais, salut les IMTE. Shout out. Et justement, tu as fait tes études là-bas. Du coup, on aurait une question. Peux-tu nous parler de ton passage à la Sorbonne et du master que tu as fait ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis rentré à la Sorbonne. J'ai pas fait, comme beaucoup de Sorbonnards, ma carrière depuis la licence après le bac en étant à la Sorbonne. J'ai d'abord été à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui était à la fois assez sympa, à la fois très loin de chez moi. Donc, j'ai peut-être envie de changer. Et en ayant postulé dans beaucoup d'universités, je me suis retrouvé pris à la Sorbonne, qui était mon premier choix, on va pas se mentir, pour faire du marketing. Ok. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis rentré dans le master qui s'appelle Études de marché et décision marketing, EMDM, en M1 et en M2. Et on va dire que j'ai adoré la Sorbonne. Enfin, vraiment sans mentir, j'ai passé 2 années qui étaient vraiment super. Je pense que c'était les 2 meilleures années de mes études. Parce qu'en fait, on était à la fois dans des choses qui étaient hyper concrètes, avec des profs qui avaient une vision et une hauteur d'esprit, si je peux appeler ça comme ça, qui m'a vraiment ouvert énormément de perspectives. Et je me souviens d'un certain nombre de points, parce que notamment j'avais pas mal d'amis à la Sorbonne, on discutait souvent en amphi et je me souviens que j'arrivais toujours avec des idées d'entreprise, en disant, tiens, je pourrais monter une boîte qui ferait ça. Je crois que la première idée que j'ai eue, dont je m'en souviendra, je pense que Paulina, si elle nous écoute, s'en souviendra, je voulais monter une boîte, une sorte de boîte de conseil. Alors l'idée est complètement con. Qui se basait sur une méthodologie. Je sais pas, vous avez vu le film Drunk, ça vous dit quelque chose ou pas ? Je crois que c'est un film qui est sorti en 2020, qui avait eu pas mal de succès avec Mads Mikkelsen à l'époque. Et en fait, c'est un film dans lequel ils partent d'une théorie. Parce qu'on a des chercheurs, des professeurs qui ont redécouvert une théorie comme quoi l'être humain était en déficit d'alcool de 0,5%. Dans le film, ils passent leur temps à boire, pas vous mentir là-dessus. Et je me suis dit, mais en fait,
en parallèle de ce film-là, je me suis dit, mais il y a peut-être un truc à faire pour redonner de la motivation, un peu restructurer et recréer de l'ambition dans les équipes et ainsi de suite, grâce à l'alcool. Donc, comme ça, sur le coup, ça paraît totalement abscon. Je ne l'ai jamais lancé, donc tout va bien. Mais en fait, ce que je trouve assez intéressant avec cette idée, c'est que, et j'en parlerai aussi, il y a déjà les éléments que je trouve très importants et fondateurs de Side, qui sont comment est-ce que je fais avancer l'humain, comment est-ce que je redonne du sens aussi, comment est-ce que je redonne des capacités d'innovation aussi à ces personnes-là. D'accord. Donc, du coup, à la Sorbonne, c'était bien parce que du coup, tu n'as fait pas que de la théorie, c'était aussi plus du concret. Après la théorie et un peu aussi de pratique à la Sorbonne, tu es allé du coup travailler chez IBM en tant que conseiller. Tu as accompagné des géants, du coup, Orange, LVMH, Pfizer, et c'est des secteurs totalement différents. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que tu faisais chez eux ? Ouais. Alors, chez IBM, j'étais ce qu'on appelle assez grossièrement un consultant en innovation, stratégie et transformation digitale. Un titre très long, qui veut dire beaucoup de choses. Comment je l'expliquais à la base, c'est-à-dire que moi, j'avais un but qui était de permettre à ces entreprises de résoudre leurs problématiques, donc les problèmes qu'ils pouvaient avoir au jour le jour grâce au digital. Donc ça pouvait être des problèmes de paiement, ça pouvait être des problèmes d'expérience utilisateur, ça pouvait être des problèmes de gestion de la donnée, ça pouvait être des problèmes beaucoup plus gros que ça, parce qu'en fait, mine de rien, maintenant, le digital est partout. Et donc ça, c'était vraiment la base de mon job. Après, comment j'ai réussi à atterrir là-dedans après la Sorbonne ? Parce qu'en fait, j'ai fait un master en marketing, donc on se dit conseil, transformation digitale, c'est quoi le lien avec le marketing ? Je suis arrivé dans la partie qui était spécialisée en expérience utilisateur. Donc ce qui fait que là où c'était assez cohérent avec le marketing, c'est que dans le marketing, on étudie les comportements des utilisateurs, les comportements clients, on voit comment ça fonctionne, on leur pousse des stratégies, il y a de la gestion de projet. Et c'est exactement ce dans quoi je me suis retrouvé chez IBM. Donc je ne faisais pas du tout de la communication, je faisais de la stratégie. J'accompagnais aussi des grandes entreprises à développer des nouvelles solutions et à faire en sorte que ces nouvelles solutions, ces nouvelles stratégies qui pouvaient être des stratégies à 10 ans, elles répondent vraiment aux besoins de ceux qui vont les mettre en place ou de leurs clients. Okay. Si je prends un exemple tout bête, je vais prendre Orange qui était ma première mission. Je suis arrivé chez Orange parce que les équipes IT et les équipes métiers, donc les équipes informatiques et autres et les équipes plutôt marketing, ne se parlaient pas du tout. Donc c'est-à-dire qu'on avait, ce qui arrive très souvent, on va pas se mentir, mais c'est-à-dire que les équipes métiers qui avaient des super nouveaux projets se disaient je vais lancer ça, et derrière on leur disait bah c'est pas possible, ça va prendre 150 000 ans parce qu'il faut passer 15 milliards de comités. Je suis arrivé là-bas pour simplifier l'ensemble de ce, entre guillemets, de ce cycle de décision. Et c'est ce que j'ai fait, et après je suis rentré dedans pendant 2 ans où je les ai accompagnés sur beaucoup de trucs, mais ça c'était le cœur de ma mission. Comment est-ce qu'on facilitait la vie des personnes en interne ou la vie des clients des entreprises. D'accord, très intéressant. Et du coup, après avoir conseillé ces grands groupes, tu as créé ta propre boîte. Comment est du coup née l'idée de Side Project ? Est-ce que c'était ton premier projet entrepreneurial ? Alors, comment est née l'idée de Side ? Donc oui, c'était mon premier projet entrepreneurial, pour répondre à ta deuxième question. L'idée, elle est née il y a assez longtemps. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser ce projet. Elle est née pendant le Covid, où je me souviens que j'étais assis sur mon canapé, c'est très bête, en train de faire quelque chose qui s'appelle un Ikigai, qui est un modèle japonais donc qui se base sur 3 carrés, qui permet de trouver, en fait, Ikigai en japonais, ça veut dire raison de vie. Et donc j'étais en train de faire cette matrice pour savoir moi ce que je voulais faire dans la vie et ce que je pouvais faire. Parce qu'en fait, le conseil, on dit très souvent que c'est un 3e cycle ou une école après l'école. Généralement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui se retrouvent dans le conseil. Et en fait, en faisant cet Ikigai, je me suis rendu compte que j'avais plein de passions, j'avais plein de projets, j'avais des super compétences en conseil, et que je pouvais accompagner des personnes comme moi qui n'avaient pas réussi à faire émerger ces passions, et que moi, ça m'avait apporté énormément de choses. Et donc je me suis dit, mais en fait, comment est-ce que je pourrais accompagner ces différentes personnes autour de leur passion, autour vraiment de leur side project, autour des choses qui leur tiennent vraiment à cœur, pour faire en sorte que ils retrouvent du sens dans leur vie et qu'en fait ils soient vraiment heureux et pas qu'ils se disent en fait mon job c'est uniquement mon job et c'est uniquement moi, parce qu'on est tous bien plus que notre job.
On vous laisse choisir une autre facette. Ouais. Je vais aller sur le chaos. Chaos. Très bien. Alors, on passe à la side chaos. Donc, on le sait, pour créer, il faut du chaos. Mais alors, est-ce que ton parcours a-t-il été linéaire ou y a-t-il eu des périodes de doute, par exemple ? Alors oui, il y a eu beaucoup de périodes de doute. J'ai un parcours qui peut sembler linéaire parce que j'ai fait toutes mes années d'études en parallèle. J'ai pas bifurqué de voie, j'ai fait du conseil, donc qu'on appelle à peu près la voie royale. Après, j'ai pris beaucoup de chemins de traverse. Donc moi, je suis et c'est pour ça aussi que j'ai monté Side, parce que je suis un très grand adepte des side projects. Donc j'ai toujours fait de la musique, du karaté, vous l'avez très bien décrit, peut-être même mieux que moi je pourrais le décrire. Mais j'ai toujours fait beaucoup de choses à côté. Et moi je sais que je voulais être architecte aussi à côté, donc il y a plein de choses. Et en fait je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, généralement je lançais un projet à une date, donc même quand j'étais adolescent ou enfant. Et en fait je me rends compte que j'y reviens après. Même si j'y reviens 10 ans après. Et donc en fait j'ai une espèce de trajectoire qui n'est pas linéaire, mais que je vais plutôt appeler circulaire. Ok. Donc moi je sais que je fonctionne comme ça. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais moi je sais que j'ai ce côté-là. Après, des moments de doute, il y en a eu 150 000 milliards. Enfin, déjà le premier, c'est pourquoi est-ce que j'ai attendu 4 ans avant de me lancer. Ça a été beaucoup de doutes. Ça a été des doutes sur est-ce qu'il y a un marché. J'ai toujours des doutes sur un certain nombre de points, mais ça c'est normal. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai tout appris? Est-ce que j'avais pas d'autres choses aussi à prendre dans mon ancien job? Plus des doutes qu'on peut appeler financiers aussi. Quand on lance son entreprise, il y a une question on n'est plus dans le même mindset que quand on est salarié. Donc c'est-à-dire quand on est salarié, on sait qu'on fait le travail et on peut avoir des jobs qui vont être très compliqués, et donc en fait il va falloir vraiment bosser vachement. Mais quand on est salarié, on fait le travail, tous les mois, on sait que, mine de rien, le salaire tombe, et donc en fait c'est hyper prédictible, et c'est un mode de pensée qui est assez simple, même si ça ne le paraît pas forcément quand on est dedans. Et en fait ce dont je me suis rendu compte en lançant Side, c'est-à-dire que être entrepreneur, c'est surfer sur du chaos. Si je peux vraiment dire ça comme ça. C'est vraiment en mode comment est-ce que je vais gérer ma trésorerie? Comment est-ce que je vais gérer mes équipes? Comment est-ce que je vais grandir? Qu'est-ce que je vais aller faire? Est-ce que j'ai des investissements à faire ou pas? Tout n'est que doute, parce qu'on va avoir un signal qui va être positif, 10 signaux qui vont être négatifs après, 30 signaux qui vont être positifs, 150 signaux qui vont être négatifs. Et en fait, c'est des montagnes russes de chaos, mais qui sont à la fois hyper stimulantes. C'est-à-dire que, intellectuellement parlant, je ne regrette absolument pas du tout de l'avoir fait. Parce que, mine de rien, j'ai monté ma boîte il y a 1 an. Tu as eu l'idée pendant le Covid Ouais. et tu l'as montée il y a 1 an. C'est ça. Ok. Tu vois, il y a eu quand même pas mal de moments de réflexion. Et il y a eu une maïotique, si je peux vraiment employer ce mot, de 4 ans. Ok. Et 4 ans jusqu'à ce que je me sente prêt, jusqu'à ce que les planètes soient alignées. Donc, c'est-à-dire les planètes en termes de financement, les planètes en termes de... J'avais fait ce que j'avais à faire aussi chez IBM. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, je me lance. Et j'y vais. Mais depuis, je suis hyper content de le faire, mais j'ai eu quand même des phases de est-ce que je continue, ou est-ce que il y a eu plein de moments où je me suis demandé s'il fallait pas que je reprenne un job parce que ça commençait à être compliqué. Là, ça commence à bien rouler, donc je suis content, mais tu vois, il y a quand même un certain nombre de phases où on se pose quand même beaucoup de questions. Et c'est un changement de mindset qui est hyper à la fois intéressant, mais à la fois si compliqué à mettre en place. Et justement, en parlant de Side, quel a été le moment le plus chaotique? Je pense que, mine de rien, le moment le plus chaotique, il apparaît pas comme chaotique pour certaines personnes. Parce que tu as toute la création qui là est chaotique. Parce que la création, tu sais pas comment faire. Même si tu t'entoures, les gens ils vont te dire faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu fasses ça. Tu vas avoir un expert comptable, ils vont te donner 4 pistes différentes. Mais c'est normal, rien que sur tes statuts ou sur toutes ces questions-là, en fait, elles sont chacun des avantages et des inconvénients. Le moment, à mon avis, qui était le plus chaotique, c'était un moment où c'était extrêmement dans ma tête. En fait, c'est plus des moments psychologiques qui sont... J'étais là, j'étais en mode, mais où est-ce que je vais? C'est-à-dire que je bossais énormément, j'essayais de lancer plein de trucs, et donc j'ai pitché Side à plein de clients, à plein de personnes et autres. J'avais un certain nombre de personnes qui étaient intéressées. Donc là, j'étais en mode trop cool. Et c'est là où je me suis rendu compte que ces personnes intéressées, est-ce qu'elles allaient passer à l'acte et se dire, ok, j'achète? Pas forcément. Et donc psychologiquement, ça a été assez dur.
Parce qu'en fait, le fait de remettre les bouchées doubles et de se dire « Ok, je repars même si je me suis repris une porte. Ok, je repars même si je me suis pris un mur ou pas. » C'est assez compliqué. Ça, pour le moment, dans ma très jeune expérience et vie d'entrepreneur, c'est les moments les plus chaotiques, qui sont des moments internes, mais je n'ai pas une entreprise depuis 10 ans avec 150 salariés. C'est-à-dire que quand je serai passé à cette étape-là, je pense que je pourrais en reparler et me dire, en fait, c'est quand j'ai eu 10 salariés, que j'en ai 3 qui se sont barrés et que là, c'est fait, comment est-ce que je chauffe ma boîte ou comment est-ce que je paye les salaires. Là, mon avis, ce sera des moments chaotiques. Mais pour le moment, les moments chaotiques étaient très internes, en fait. En mode, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais y arriver? Et en fait, là, j'ai plein de super signaux qui vont dans les bons sens, donc ça va. Et vous êtes combien là pour avoir une idée? Combien? Alors, pour le moment, je suis tout seul à gérer Side en tant que tel. Après, par contre, j'ai peut-être une 15-20 de partenaires donc, pour m'aider dans les différents side projects. Donc, ils vont être les personnes qui vont coacher, en fait, tous mes différents clients. Donc moi, je vais coacher mes clients, mais je vais avoir aussi ces personnes qui vont apporter l'expertise dans les différents projets. Donc moi, je suis tout seul. J'ai eu un stagiaire cet été qui était de la Sorbonne, qui était très bien, Nabil. Et après, le but, ça va être de grandir, mais le but, ça va être de grandir, pas forcément aussi comme je pourrais la jouer à la start-up en me disant, je vais faire des levées de fonds, je vais lever des millions, je vais grossir, je vais être rentable au bout de 15 ans. Et peut-être qu'éventuellement, j'arriverai à vendre ma boîte et à m'en sortir. Ça arrivera peut-être ce modèle, mais pour le moment c'est pas forcément le modèle que j'ai choisi parce que j'ai aussi le côté j'ai envie de faire, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur, mais qui est pas forcément le modèle le plus facile non plus. Après KO, on va peut-être mettre résilience, je pense que c'est pas mal. Okay. Passons à la side résilience. Sur ton CV, Quentin, il a l'air super solide avec toutes tes expériences, mais on sait que la réalité est peut-être bien plus complexe. La side résilience, c'est le côté du coup émergé de l'iceberg qu'on met moins souvent sur LinkedIn par exemple. En tant qu'entrepreneuse, on se pose la question, quel est l'aspect de ton parcours que peu de personnes connaissent, mais qui t'a le plus forgé en termes de caractère? Il y en a plusieurs. Je pense que l'une des premières et l'un des trucs assez significatifs, dont j'ai un peu parlé avant, c'est que je me souviens quand je suis sorti du lycée, moi je voulais faire archi. Enfin je me suis dit tiens je vais faire archi parce que c'est un métier qui me branchait depuis que j'étais petit et je me suis dit ok tu vas postuler dans les différentes écoles. Sortant du bac, ça n'a pas marché parce que j'avais une moyenne catastrophique au lycée donc ça n'a pas marché. J'ai retenté en première année de fac, je suis arrivé à une place sur les différentes listes d'attente des écoles. Et je suis arrivé en deuxième année, donc à Saint-Quentin-en-Yvelines à la fac, et là, c'était la dépression totale. Et je me suis rendu compte que j'étais là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Surtout que la deuxième année de fac, honnêtement, c'est la pire. La deuxième année d'éco-gestion, elle est vraiment, je trouve, assez hard. Très, très dur. Et moi, j'étais vraiment là en mode, mais qu'est-ce que je fais là? La première année, c'était comme sur des roulettes parce que j'étais dans un bon lycée et que j'avais fait S. La deuxième année, c'était compliqué. Et là, je me suis dit, ok, faut que tu t'accroches. Tu t'es toujours accroché, tu as toujours réussi à t'accrocher, mais là, faut que tu y ailles. Tu vas commencer à trouver des trucs qui te plaisent et tu vas y aller. Et donc ça a été un point qui, honnêtement, m'a mis un sacré coup de pied au cul. Parce que j'ai quand même fini le premier semestre, je crois que j'ai validé 2 matières qui devaient être l'anglais et la psycho, donc les matières qui me faisaient marrer, mais je les ai validées avec 18 de moyenne, donc c'est là où il y avait un petit truc. Et je me suis retrouvé au rattrapage sur quelques matières et j'étais en mode mais c'est pas possible. Et donc après, ça m'a vraiment mis un coup, mais un coup à l'ego, parce que je sais que mine de rien, quand on est entrepreneur, qu'on se lance là-dedans, il y a aussi une grosse question d'ego. Et je sais que il faut que je me prenne des claques. Et parfois, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Il faut se prendre des claques pour avancer et se dire, ok, c'est bon, là, ça m'a énervé, là, j'y vais. Et en fait, je vois que ça a toujours été un peu comme ça aussi dans mes passions. C'est-à-dire que ça, c'est significatif d'un point de vue parcours, entre guillemets, professionnel, universitaire. Mais sur mes passions, quand j'ai pas eu une ceinture en karaté, ça m'a énervé, j'ai continué encore plus. Pareil pour le ski où j'ai pas eu ma 2e étoile, je pense que c'était la fin du game. Si je te parle du tennis ou de la musique ou autre, quand il y avait un concours ou un truc qui était pas fait, ça m'énervait encore plus, donc je redoublais d'efforts et le truc qui passait après. Mais voilà, donc moi j'ai
Et mine de rien, je vais pas dire que j'ai besoin de ça parce qu'après il y a des gens qui vont commencer à venir m'embêter et à me dire ok, on va te mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais je sais que moi ça peut être un coup de reboost assez monumental. Mais par contre, tu vois, il faut vraiment qu'il y ait ce truc. T'as joué, t'as perdu. Ok, c'est pas grave, tu recommences, mais t'as pu jouer. Alors que par contre, tu vois, le truc que je trouve assez compliqué, c'est tu ne peux même pas commencer à jouer parce que tu n'as pas pu rentrer sur le terrain parce qu'il y a des trucs. Et ça, par contre, je trouve que c'est un peu plus démoralisant que tu as joué, tu as perdu, donc tu t'entraînes. Mais alors que le côté tu rentres pas sur le terrain, ça, c'est peut-être un peu plus complexe, tu vois. Passons à la deuxième question. Y a-t-il du coup un côté de ton parcours que peu de personnes connaissent mais qui t'a beaucoup appris? Est-ce que du coup ça serait ça? Ouais, ça je pense que c'est ça. Et après que peu de personnes connaissent, malheureusement, malheureusement non, j'ai beaucoup de side projects, j'en parle beaucoup. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Vos passions sont ce qui vous différencie. Et moi, c'est ce qui m'a différencié. Parce que quand je suis rentré chez IBM, sachant que dans pas mal de boîtes, on m'avait dit en fait, les dates de stage coïncident pas vraiment, donc ça marche pas. Sachant que j'avais eu plein de touches partout. Et chez IBM, il m'avait dit en fait, ce qu'on a aimé, c'est que tu as fait plein de trucs, tu as été hyper curieux, tu avais plein de passion, donc on sait que tu es assez adaptable. Et surtout, on se souvenait de toi à cause de ces choses-là. Et en fait, moi, je pars du principe qu'au lieu de se dire je cache mes spécificités, même si je ne suis pas en train de répondre à la question, il faut plutôt les mettre en avant. C'est-à-dire que moi, je faisais du karaté, je faisais de la musique, je faisais de la photo, je dessinais parce que je voulais rentrer en archi, donc je me suis entraîné. Et tous ces trucs-là, je les ai mis en avant. J'ai essayé de les mettre en avant parce que, en fait, c'est moi-même. C'est des phases de moi, comme vous l'avez décrit. Et donc, c'est des choses sur lesquelles, au lieu de les cacher et de me dire ça m'a appris, ça a été hyper formateur, je vais pas en parler, ok, on s'en fout, on en parle. Et c'est important. Donc, c'est pas des phases cachées, malheureusement. Si tu veux, je réponds à ta question. On va faire The Encounter Side. Ah, c'est très intéressant celle-là. Donc, on est à la side rencontre, The Encounter. Avec Katharina, en fait, on est la preuve du vivant vraiment qu'une rencontre au bon moment, au bon endroit, peut faire naître un projet entier. Et donc, y a-t-il une personne pour toi, par exemple, qui t'a fait réaliser « je suis vraiment sur la bonne voie » ou une rencontre totalement fortuite? Une question qui est assez complexe. Parce que, en fait, il y a un truc que je trouve hyper important, qui est peut-être pas forcément assez utilisé, ou j'utilise pas forcément assez, qui sont les mentors. Donc, qui sont les personnes qui vont vous aider à aller plus loin. Moi, je pense que j'en ai eu plein, mine de rien. Et ça peut être des mentors qui vont vous dire un truc pendant 2 minutes et après vous allez vous dire « Oh tiens, c'est hyper important, hyper intéressant, je vais l'appliquer. » Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir eu un mentor, un guide de vie pendant tout mon truc. C'est là où c'est assez particulier pour moi de répondre à cette question parce que, en fait, dans les personnes qui ont été très importantes pour moi, j'ai eu mes clients, j'ai les personnes qui me font encore confiance, j'ai beaucoup de mes partenaires. J'ai beaucoup de mes amis aussi qui sont des très bonnes personnes avec qui je suis hyper content. J'ai tous les profs que j'ai eus à la Sorbonne qui m'ont ouvert énormément de choses. Mais si je dois vous citer une seule personne, c'est hyper compliqué. Parce que, même si je vous dis ma copine ou autre, c'est hyper compliqué de vous dire cette personne a totalement changé ma vie. Et même si j'essaye de remonter dans mes souvenirs d'enfance, mais comme j'étais un gamin qui était plutôt sage, où j'étais pas du tout sur une mauvaise piste, et me dire j'ai un prof de sport qui m'a accompagné là-dedans, qui m'a dit il faut que tu fasses ça, c'est hyper compliqué. Donc j'ai plein de personnes à remercier, des personnes qui ont eu un énorme impact dans ma vie, qui ont un tout petit impact, mais c'est hyper compliqué d'en citer une seule en fait. Une autre side encounter on a fait, artistique on n'a pas fait. Ok, on attaque la side artistique. Comme on a pu en parler, tu as beaucoup de sides différentes, et surtout aussi dans l'art. Comment est-ce que cette side artistique nourrit concrètement ton side project? En fait, cette side artistique, elle est à la fois totalement intégrée à moi-même, totalement intégrée dans la démarche de side. Donc, c'est-à-dire qu'on vend des accompagnements artistiques, on vend des accompagnements plutôt personnels. Donc, c'est vraiment une phase que j'ai essayé de réintégrer là-dedans. Si je dois vraiment répondre à la question, en fait, sur les différents points, si je veux dire, la musique, ça m'a appris à jouer en groupe, à pouvoir dialoguer avec des personnes, à pouvoir écouter, à pouvoir m'accorder, si j'emploie vraiment les bons termes, et à pouvoir aussi avancer en harmonie, avancer dans le bon rythme, avancer dans le bon temps. Le karaté, ça m'a permis de développer plein d'autres choses. Vision dans l'espace,
savoir où je suis, savoir où je vais, avoir aussi cette notion de temps et de là où je vais. La photo, c'est un œil en fait, donc c'est savoir qu'est-ce que je rencontre, si je dois faire une slide ou si je dois présenter quelque chose à quelqu'un, je suis capable de le représenter. Pareil pour le dessin. Et en fait, ce qui est assez intéressant surtout, c'est que je vois que toutes ces sides, c'est-à-dire que quelque chose que je vais apprendre sur de la musique, je me rends compte que en fait, cette notion de tempo, elle est très fine, elle va me servir à la fois dans le karaté, à la fois dans le dessin, à la fois dans la photo. Et surtout, ça va me servir dans mon job. Parce que en fait, maintenant, et c'est hyper compliqué, et je suis encore en pleine phase à la fois d'expansion, parce que j'ai une entreprise qui est toute jeune, donc le but c'est de grandir. Mais il va aussi falloir, et ce que j'essaye aussi de faire en sorte, c'est d'avoir une phase je vais pas dire de rationalisation, parce que j'aime pas forcément ce mot-là, mais de simplification. Et je vais appeler ça simplification du trait. C'est-à-dire que si je prends une métaphore, on peut, quand on apprend le dessin en général, on va passer des heures et des heures à mettre plein de petits traits pour essayer de représenter quelque chose. Et au fur et à mesure qu'on s'améliore, on va voir que le trait va être beaucoup plus engagé, beaucoup plus droit, ou plus complexe. Et en fait, à la fin, la quintessence de ça, c'est d'avoir un seul trait, mais qui représente tout. Et en fait, je me rends compte que toute cette progression artistique, sportive, culturelle et autres, commence à essayer de me faire tendre vers une espèce de simplicité, à la fois dans l'exécution, dans le trait, qui fait qu'en fait, on a... je vais reprendre ce que disait Roger Federer il disait « effortless is a myth ». Donc en fait, où il explique vraiment qu'en fait, lui, il paraissait être totalement détaché, totalement détendu quand il jouait au tennis. Et il expliquait que en fait, ce côté parfait, comme on peut le dire, était dû à je sais pas combien de milliers d'heures d'entraînement. Et en fait, c'est vraiment ce dont je me rends compte. C'est-à-dire que toutes ces facettes artistiques, toutes ces passions, elles font en sorte que ce que j'essaye de rendre, et je ne garantis pas que j'arrive à le faire à chaque fois ou que j'arrive à le faire dans 10% des cas, mais j'essaye de tendre vers ça. Et donc en fait, toutes ces facettes-là artistiques me permettent de tendre vers un idéal que je n'ai pas forcément atteint, mais qui me permet en fait de m'améliorer et d'essayer d'aller plus loin. Et est-ce que toutes ces idées que tu as pour ensuite les appliquer dans Side Projects, est-ce que ça se passe plutôt quand tu fais tes activités ou est-ce que c'est plutôt quand tu es au bureau ? Au bureau, ça dépend, parce que parfois au bureau, généralement au bureau, j'ai beaucoup plus la tête dans l'opérationnel. Donc je vais devoir faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc je vais peut-être avoir des nouvelles idées, mais je vais pas forcément les avoir au bureau ou je les aurai en discutant avec des personnes. Par contre, très souvent, je me rends compte que quand je fais totalement autre chose, quand je marche dans la rue, quand je fais du sport, mine de rien, beaucoup sous la douche aussi, j'ai des idées à la con le matin. Donc je me réveille, je prends une douche et là je me dis tiens, on pourrait faire ça. Et en fait, il y a une théorie en innovation assez simple et qui dit qu'en fait, il faut occuper une certaine partie de son cerveau. Donc par exemple, en faisant la vaisselle ou une tâche totalement bête dans laquelle on peut uniquement faire ça, ce qui va permettre d'éliminer en fait tout le bruit. Et moi, je sais que j'ai des activités comme ça qui me permettent en fait de vider ce bruit-là. Et donc de faire en sorte que, pareil, en fait, on tend vers cette pureté et de se dire, en fait, si j'enlève ce bruit-là, avec ces activités-là, j'arrive vraiment à avoir quelque chose qui est intéressant, qui est pertinent, d'avoir des nouvelles idées et de les faire avancer. Et il y a un point qui est très important aussi, c'est que ces idées, je les ai pas tout seul. C'est-à-dire que l'inspiration, elle se trouve partout. L'inspiration, elle se trouve aussi énormément en discutant avec les gens. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que je suis en train de jouer au tennis ou de faire du sport, de la peinture, que je vais forcément avoir des nouvelles idées. Les nouvelles idées, elles vont aussi arriver en les mettant en collision avec d'autres idées, avec d'autres personnes. Et c'est là aussi où vous allez dire, tiens, on pourrait faire ça, tiens, ce serait intéressant, tiens, il y a quelque chose à aller prendre. Tiens, on pourrait faire une collaboration sur telle chose ou telle chose. En fait, c'est vraiment comme ça aussi qu'on avance, et je trouve que c'est ça qui est très important aussi dans le mindset d'entrepreneur, c'est de se dire qu'au lieu de se dire j'ai un boulot et je rentre dans une case, là on crée sa case en fait, et qui n'est pas une case qui est un hexagone, un rond, un dé, ce que vous voulez, et qui a vraiment des phases qui sont hyper expansibles. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous ramener un peu la pièce du puzzle manquante. Donc c'est toujours bien de parler de ces idées parce que on ne sait jamais comment la personne en face peut nous aider. Je pense qu'on peut passer à la dernière side. Elle est où la dernière side ?
celle-là? C'est ça. The trajectory. Donc la question qu'on a pour toi, c'est quels sont les prochains chapitres que tu imagines pour ton side project? Quels sont les prochains chapitres que j'imagine pour Side? Déjà, un développement, une super belle croissance, une entreprise pérenne dans le temps. Ça, c'est ce que souhaite tout entrepreneur. De manière plus opérationnelle, si je dois dérouler ma roadmap, parce que je peux le faire comme ça aussi, moi, mon but, c'est de pouvoir toucher de plus en plus de personnes et de les accompagner dans leur side project, dans leur projet passion. Pour le moment, je fais ça avec des coachs de manière assez artisanale, donc ce qui fait qu'on arrive à avoir des super accompagnements. Moi, mon but, ça doit pouvoir aussi de le faire ça de manière, j'ai pas forcément envie d'employer le mot plus industriel, mais de le faire passer à l'échelle. Donc, c'est-à-dire de fournir à la fois les bons outils donc aux personnes qui veulent se lancer dans leur side project, dans leur projet passion. Donc ça va revenir avec mon ancien job de consultant, mais d'avoir un outil digital qui va permettre de faire ça. Donc là, je suis en plein cadrage de cet outil et j'espère pouvoir le faire sortir assez rapidement. Et donc, ce qui permettra de mettre les personnes en relation, d'avoir les cours au bon endroit, au bon moment pour entre guillemets, gagner telle compétence à tel moment pour qu'ils puissent vraiment se lancer dans leur side project, avoir des parcours qui soient personnalisés, puisque je pense que c'est très important. Et donc ça, de le développer à la fois pour des particuliers, mais aussi de pouvoir aller toucher des entreprises avec ça. Parce que c'est-à-dire qu'on se rend compte dans les entreprises qu'on a des grosses problématiques de fidélisation, de reconnaissance des collaborateurs, de turnover. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs maintenant qui se disent en fait, je suis plus que mon job et mon entreprise ne me permet pas d'être plus que mon job. Même si c'est quelque chose qui peut être assez compliqué et qui peut être aussi complexe d'un point de vue des entreprises. Mais en fait, si vous voulez fidéliser vos collaborateurs, il faut qu'ils se sentent reconnus. Et comment est-ce qu'ils peuvent se sentir reconnus? Soit en leur donnant de l'argent, ce qui est le premier levier de base. Le problème, si on se base uniquement sur ce levier-là, si je reprends un gros concept marketing qui s'appelle les 4P, si vous jouez uniquement sur le levier prix, vous allez vous retrouver comme les Lidl, Aldi et autres, ou Shine, ou Shein dans les autres cas, à être forcément dans une guerre pour baisser les prix. Ou pour vous, augmenter les salaires pour vos collaborateurs. Dans ce cas-là, il suffit que le concurrent vienne voir votre collaborateur en lui disant « je vous donne 10K, 20K, 30K de plus », normalement, votre collaborateur, il va vous rendre sa démission et il va se barrer chez le concurrent. Après, par contre, si vous arrivez à engager votre collaborateur dans un vrai projet de vie, dans quelque chose qui lui correspond vraiment, limite, vous arrivez à réaliser quelque chose dont il rêve depuis très longtemps, en se disant j'ai toujours rêvé de faire de la musique, d'enregistrer mon album, j'ai toujours rêvé d'avoir mon exposition, mon livre de photos, ou des vraies choses qui sont tangibles et qui apportent vraiment de la valeur à votre collaborateur. Là, vous allez pouvoir aller toucher d'autres cases. Et vous dire, ok, et en plus, vous allez pouvoir le former sur des nouvelles compétences qui peuvent vous être intéressantes aussi. C'est-à-dire tout ce dont je parlais sur cette question de tempo, sur cette question de prise de parole en public, sur cette question de pitcher une idée, de manager une équipe, toutes ces choses-là, elles peuvent s'acquérir aussi via un side project. Et donc le but, ça va être donc de développer cette plateforme, de l'emmener vers les particuliers, mais aussi de l'emmener vers les entreprises. Et de pouvoir les accompagner à la fois sur comment est-ce que j'engage mes collaborateurs d'un point de vue individuel, et éventuellement comment est-ce que je peux les engager aussi d'un point de vue d'équipe. C'est très intéressant. Justement, on arrive à la fin de notre jeu, mais on a encore une petite question. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une side qu'on n'a pas pu aborder ce soir et dans laquelle tu aimerais bien parler avec nous, avec notre public? Il y aurait une side, je vais l'appeler Speak. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'un des trucs les plus importants, c'est de délivrer de la valeur. Et donc ça s'applique aux personnes qui sont à la fois salariées, aux personnes qui vont lancer leur projet, aux personnes, aux étudiants, à tout le monde. Ce qu'on dit très souvent, c'est qu'il faut savoir faire. Donc il faut savoir faire les choses, savoir faire le job. Et que quand on est junior, le plus important, c'est de le faire savoir. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que je vais aller parler de ce que je fais, comment est-ce que je vais aller dire qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je vais aller reporter aussi à mon boss, ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est un des points dont je me suis rendu compte en tant qu'entrepreneur. Donc, je le faisais déjà en étant un collaborateur, mais je suis pas forcément une personne si politique que ça. Donc, moi, c'est pas forcément quelque chose qui est inné. Mais par contre, je me rends compte en tant qu'entrepreneur que c'est quelque chose qui est absolument primordial. C'est-à-dire que
à moins, surtout si vous voulez jouer dans une cour qui est quand même assez grande et assez large, c'est-à-dire que, sauf si vous êtes une entreprise de quartier, une boulangerie, un restaurant ou autre, là, il faut quand même faire parler de soi. Mais en fait, les gens vont venir à vous parce que vous allez avoir directement votre restaurant, votre enseigne, et qu'ils ont un besoin direct qu'ils peuvent venir résoudre chez vous. Quand on lance quelque chose qui est assez nouveau, comme ce que j'essaye de lancer, il y a un moment où, en fait, on est obligé d'en parler. On est obligé de beaucoup en parler. Donc c'est pour ça que je suis très content d'être là aussi ici ce soir. Et on est surtout obligé d'aller en parler et d'aller saouler toutes les personnes que vous voyez dans la rue. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Et en fait, ça, c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que, en fait, ça dépend. Il y a des gens qui adorent faire ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Et je pense que, encore plus quand on est français, qu'on a une mentalité qui est... c'est pas forcément dans les mœurs de se vanter, de mettre des choses en avant, alors que, par exemple, chez les Américains, je sais qu'ils ont beaucoup plus tendance à aller pitcher tout et n'importe quoi, et qu'ils ont 150 000 milliards de cours de ça quand ils sont à l'école, et c'est pour ça qu'ils sont hyper bons en entrepreneuriat. C'est parce qu'on leur dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Et je pense qu'il faut le savoir aussi, c'est-à-dire, il faut savoir qu'on peut faire ce qu'on veut, ou au moins il faut le tenter, et il faut en parler. Mais j'ai encore une question. Ouais, vas-y. En fait, en tant qu'étudiante, je me pose la question, est-ce que ça serait pas possible d'adapter le modèle de Side à, par exemple, des projets étudiants, parce que nous, on vient de lancer un incubateur au sein de notre association, c'est l'incubateur de Sorbonne Entrepreneur. Salut à tous. Est-ce que tu penses que ce serait possible de faire du coaching, par exemple, à nos incubés ? Totalement. Tu donnes des pistes. Ouais, on en discute plus tard, mais oui, totalement. Ouais. C'est un modèle qui est... En fait, c'est marrant parce que c'est un modèle dont je suis allé aussi beaucoup m'inspirer parce que j'ai passé beaucoup de temps à Station F et notamment dans beaucoup d'incubateurs et dans beaucoup aussi de programmes d'intrapreneuriat. Donc, c'est-à-dire que je connaissais très bien les personnes qui faisaient ça chez LVMH et dans d'autres boîtes. Et en fait, les programmes d'intrapreneuriat, c'est comment est-ce qu'on permet aux différents collaborateurs de lancer des projets intrapreneuriaux, donc des projets soit de boîte, soit quelque chose qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec leur job. Et en fait, oui, c'est quelque chose que j'essaye de développer avec Side. Et de le faire pour des étudiants, moi j'adore. Enfin, il y a un moment où j'ai adoré mes années à la Sorbonne. Le seul truc que j'ai regretté à mes années à la Sorbonne, c'est qu'on n'ait pas plus de rencontres avec des personnes qui sont passées par là et qu'on n'ait pas ce côté, comme en école de commerce, vraiment réseau, qui soit beaucoup plus matraqué. Donc moi, oui, totalement, c'est quelque chose... c'est un grand oui là-dessus. Donc en fait, le D nous avait vraiment fait explorer toutes les facettes. C'était très intéressant de le faire avec toi. Mais on t'a pas dit ça, en fait, il y avait les facettes, the chaos, the resilience, the essence, the artistic, and the trajectory and the counter. En fait, ce qu'on a fait, c'est que nous avons un peu éplé le mot qui est au corps de notre émission. Le mot, c'est donc create, qui du coup était le mot clé de notre discussion. Et maintenant, on arrive à la question clé de notre podcast. Est-ce que, selon toi, on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? Are entrepreneurs born or are they made ? On te laisse réfléchir à cette question. Et tu sais quoi faire ? Question assez difficile. Est-ce qu'on est homme ? Est-ce qu'on le devient ? Est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est ? Je pense qu'on peut avoir certaines prédispositions qui sont acquises parce qu'en fait, vous avez vos forces, vous avez vos faiblesses. Après, honnêtement, je pense qu'on le devient. C'est-à-dire que naître entrepreneur, je connais personne. Il y a peut-être des personnes qui paraissent entrepreneurs nés, mais je connais personne qui se soit lancé, qui se soit pas formé ou ça lui est pas arrivé en lui tombant sur un coin de la tronche comme un piano. Et après, faut le rester. Donc c'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai ouvert une boîte que je suis entrepreneur. Enfin, si, mais c'est parce que j'ai ouvert une boîte et que je m'y suis stick to it, quoi. Donc j'ai continué, j'ai avancé et j'ai essayé de faire avancer le truc. Donc pour moi, on devient entrepreneur.
Entrepreneurs are born, not made. This is Born to Create, the entrepreneurs of Panthéon-Sorbonne University. Based in Paris, our stories travel beyond borders. Each podcast episode is a deep dive into the world of creators who challenge limits, transform possibilities, and redefine innovation. But in 2026, we take a new step forward. Born to Create leaves the recording studio and enters the lecture halls of the Sorbonne, a series of unique live events where students and professionals experience firsthand the stories and methods of great innovators. An initiative born from the EMT Master's Program under the Sorbonne Entrepreneur Signature, conceived to inspire the next generation to create, dare, and leave their mark. Born to Create, because every creator leaves a trace. Every idea deserves a stage.